Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! Je suis Hélène. Et je suis Mélanie. Nous sommes là pour vous raconter des histoires horribles. Oui. Pendant votre été. Pendant votre été, oui. Et aujourd'hui, c'est You're in for a treat, man. C'est un épisode assez intense. Ouais. C'est un épisode spécial. Je vous avertis. Vous l'avez probablement vu parce que quand vous cliquez dessus, vous savez comment c'est long. Genre la longueur du truc. Oui, effectivement. Oui. Mais c'est un long épisode. Un non-épisode. Un long épisode. Long épisode. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous dire s'il y a une transition entre les Long deux? épisode ou long épisode? En fait, sûrement que mon chum peut nous le dire. Oui, mais il est pas là. Il est pas là dans la pièce en ce moment. Long épisode. Nous autres, on va starter ça. Long épisode. Fait que bref, c'est vraiment un long épisode aujourd'hui. Et on va quand même faire un petit shout-out, je crois, Hélène. Oui, j'avais un shout-out à Nikki qui nous a écrit pour dire qu'elle pratiquait son français en nous écoutant. C'est une anglophone de l'Estrie, là. Oh. Ouais. Fait que shout-out à Nikki. Allô, Nikki. Qui apprend un excellent français avec nous. Ben, on n'est pas les pires. On n'est pas les pires. On n'est pas les meilleurs. On n'est pas les meilleurs. Mais on n'est pas les pires. Nous qui viennent dire, c'est un long épisode. Oh, tabarouette. OK, bon. Okay. Écoute, aujourd'hui, je te raconte le trio de dépeceurs de Gatineau. J'ai hâte d'entendre ça. C'est Sarah qui nous a écrit par la messagerie Facebook, allô Sarah, et qui m'a envoyé à nous deux un article qui s'appelle L'Outaouais a connu d'autres cas par Louis-Denis Ebaché du 2 juin 2012. C'est vraiment whack, OK? Mais c'est 3 cas de dépeceurs, de meurtres qui sont arrivés, les 3 à Gatineau, les 3 en 1999. C'est capoté. Puis ils sont pas connectés. C'est 3 meurtriers différents. Donc, c'est 3 histoires différentes au même fucking endroit. C'est vraiment fucké. Ouais. À Gatineau, en plus que, t'sais, déjà à Montréal, ce serait vraiment un drôle d'adon. Mais là. Puis on en parlait tantôt, on a déjà 2 cas à Gatineau. Ouais. On a Valérie Leblanc et Kelly Morisseau. Ouais. Qui sont les 2 irrésolus. Ouais. Ouais. C'est capoté. Ceux-là sont très résolus, en tout cas. OK. Je vous avertis, pas d'irrésolution aujourd'hui. Sorry, Nikki. Que des conclusions. Que des conclusions. Donc, j'y vais. Je commence avec l'histoire de Yann Osborne. Mes sources, l'article que j'ai mentionné tantôt, TVA Nouvelles, une entrevue radio qui date de l'an 2000, qui est disponible sur YouTube, et une recherche de l'Université Laval par Dominique Larochelle. Je te dis pas qu'est-ce que la recherche de est. Titre, genre? OK. Je te dis pas le titre, non. Yann Osborne, un Gatinois qui a pas une vie facile. Okay? Il a un frère, il se dit être proche de son père, mais il est en famille d'accueil depuis qu'il a 5 ans. Très jeune, il commence sa carrière criminelle. Il arrête l'école en secondaire 1, puis à 17 ans, il entre au pénitencier pour la première fois où il continue l'école jusqu'en secondaire 4. À l'adolescence, Yann il se découvre une passion pour les films d'horreur. Plus précisément, pour les psychopathes qui y sont représentés. Dans l'entrevue radio que j'ai écoutée sur YouTube, Yann il dit je cite, il trouvait ça tripant et qu'il s'identifiait beaucoup aux psychopathes. Il s'auto-proclame lui-même un psychopathe. OK. Un peu plus tard, il fait la découverte de la religion sataniste qu'il adopte immédiatement. Là, mes connaissances sur la religion satanique sont extrêmement limitées. Okay? Nous as-tu googlé ça? Je vous ai googlé ça. D'où la recherche de Dominique La Rochelle. Ah, OK, oui. C'est ça. La recherche universitaire. Ouais. Donc, voici quelques faits sur cette religion. Okay? Il existe plusieurs branches de la religion, mais en gros, ils vénèrent tous Satan et non Dieu. La religion soutient l'idée que la puissance de la lumière ne peut pas exister sans la puissance de l'obscurité. Les satanistes y agissent selon la maxime « sans amour, sans haine, sans loi ». Okay. Selon eux, le sang représente la force vitale. Donc, le sacrifice animal ou humain vise à se servir de cette force vitale, de cette énergie, dans un but magique
bien que le site web churchofsatan.com nie encourager les sacrifices. Et ils disent que l'énergie vient pas du sang, mais des émotions profondes des individus qui seraient véhiculées par le sang dans notre corps. Mhm. Dans la recherche de Dominique Larochelle de l'Université Laval, dit, et je cite, « Il existe une notion de sacrifice humain dans le satanisme en la personne de la victime du rituel. La personne sacrifiée est considérée symboliquement détruite par un sort ou une malédiction qui lui est jetée. Cette destruction symbolique peut cependant mener à la destruction physique, mentale et émotionnelle réelle. Le sataniste n'emploie d'ailleurs le sacrifice humain que sur des individus qui le méritent et qui ont encouru sa colère, donc jamais sur des enfants ou sur des animaux. » Fin de la citation. OK. En gros, la religion sataniste revendique le libre arbitre personnel à partir de l'expression naturelle de son ego, de son moi éternel ou de sa conscience individuelle et pratique, ou non, des sacrifices. Je vous conseille d'aller lire le Q&A. C'est vraiment fascinant de churchofsatan.com. OK. Des heures et des heures de plaisir. C'est spécial. Les gens, ils demandent quoi? Genre, est-ce que je peux sacrifier mon voisin? Non, ben c'est plus genre pour plus connaître la. Okay. C'est eux qui fournissent les questions et les réponses. Tu comprends? Mais c'est spécial ce qu'ils pensent. Bref, Ian Osborne, sataniste pratiquant, parle dans l'entrevue radio de sa religion. Il dit, je cite, « C'est une religion comme une autre. Quand tu vas à l'église, tu manges une hostie. Ben nous, on boit du sang dans une coupe. » Fin de la citation. OK. Mais là, Chacun son trip. quand l'intervieweur il lui demande à propos des sacrifices, il répond, je cite, « Tout ce que j'haïs, ce sont les policiers et les pédophiles. J'ai jamais touché à un enfant ou à une femme. » OK. Un homme très tendre. Uh-huh. En 1997, pendant son séjour au pénitencier fédéral à sécurité maximale de Port-Cartier, Yann fait la connaissance d'Eric Thorne. Eric vient de cette île et les deux hommes se lient rapidement d'amitié. En avril 1999, Ian Osborne obtient sa libération conditionnelle, mais il ne se présente pas dans sa maison de transition. Donc, un mandat d'arrestation pan-canadien qui est aussitôt émis contre lui. Mm-hmm. Après sa libération, il s'est aussi fait condamner à 8 ans de détention pour un autre crime. Il arrête jamais. Il a plaidé coupable à des accusations d'incendie criminel, de méfaits et de participation à une émeute quand il était à la prison de Hull. Oh. C'est sur 8 ans. Bref, la police le cherche. Lui, il vit sa petite vie tranquille dans son appartement sur le boulevard Maloney-Est. Maloney Est. À consommer du PCP. Une petite vie tranquille. Encore une fois, j'ai googlé le PCP. Ouais. Mais ne m'y connaissant pas. Ouais, je pourrais pas te dire ce que ça fait. Là. Écoute, selon le site du gouvernement québécois, et je cite, « Le PCP est un hallucinogène très puissant à propriété dissociative qui agit sur les sensations et la perception de la réalité. C'est un produit qui a été créé au départ pour servir d'anesthésique pendant les chirurgies et ça a été rapidement retiré du marché à cause des dangers qu'il présente. » Ah! Fin de la citation. Fait que c'est chimique, puis ça donne des hallucinations. Ouais, puis ça te déconnecte complètement de la réalité. Genre, t'es plus là. OK. Puis genre, ça tuerait un cheval. C'est fort. Fait que, bref, Yann, il a pas tout dans sa tête. OK, on s'entend. Le 9 juin 1999, Eric Thorne est en visite chez Yann. Ah, son bon ami. Tu me vois tenir. Eric, il souhaite bonne nuit à son ami. Il va se coucher pensant qu'il allait dormir une bonne nuit tranquillement. Uh-huh. Mais Yann, il avait d'autres plans. Parce que, il y a quelques mois, Eric et Yann sont sortis dans un bar de danseuses à Québec. Et ça aurait l'air, on n'a pas trop de détails, mais que Eric aurait humilié publiquement Yann. Oh. Et Yann, n'ayant pas digéré les événements, il planifiait faire de son ami un sacrifice humain. Et là, il était en visite chez eux, fait que le bon moment s'était présenté. Donc, ce soir-là, Yann consomme une très grande quantité de PCP. Okay? Très grande quantité. Il est sur le bord de l'overdose. Okay? Hey. Et il rentre dans la chambre d'Eric, puis il donne violemment 23 coups de marteau à la tête. Eric meurt sur le coup. Ah, il n'y a pas eu de chance, là. Genre... Mais malheureusement,
Yann, il n'en a pas terminé avec son ami Eric. Il traîne sauvagement le cadavre pour l'enfermer dans un garde-robe. Et il est toujours sur son trip d'overdose de PCP. Okay? Plusieurs heures plus tard, Yann il sort Eric du placard puis il l'emmène dans la salle de bain où il lui tranche la gorge pour le vider de son sang et le boire. Il prend ensuite une scie à onglet pour trancher le corps en 6 morceaux. Il place les jambes et les bras dans 3 sacs de poubelle noire qu'il laisse sur le plancher de la salle de bain, puis jette le tronc dans une poubelle sur le balcon pensant s'en débarrasser le jour des poubelles. Il prend ensuite la tête. T'es pas prête, OK? Déjà, Ah non, c'est horrible cette histoire-là. Il prend la tête, puis il la dépose sur la table de la salle à manger. Un beau centre de table. Puis là, il se fait des côtelettes de porc, puis il les mange sur la table à côté de son ami. Avec la tête qui avec regarde. La tête. Puis là, dans l'entrevue, Yann, il dit « J'ai eu faim, alors j'ai fait des côtelettes de porc. J'ai pris la tête et je l'ai posée sur la table parce que j'avais personne à qui parler. Je lui ai dit que j'étais heureux de l'avoir tué parce qu'il était laid. » Tabarnak. Tu sais? Ça n'a pas de style. Oh my God, c'est que ça va pas dans sa tête. Ouais. Le 12 juin 1999, donc 3 jours après ça, la police de Gatineau perquisitionne l'appartement de Yann dû au mandat d'arrestation qui avait été émis contre lui quelques mois plus tôt. Il savait pas. Il savait pas sur quoi il allait tomber. Il savait là. pas. Hein? C'est un addon. Hein? C'est capoté. Fait que là, il arrive là, il voit tout ce qu'il y a à voir. Et il procède à l'arrestation automatique de Yann. C'est genre la tête était-tu encore sur la table? Je sais pas. L'histoire ne le dit pas. Écoute. Et là, Yann, il fait face à des accusations de meurtre non prémédité et de mutilation de cadavres à ce moment-là. Mm-hmm. Le procès. Ça va à la Cour supérieure du Québec. Ça niaise pas. Okay. Les avocats de la défense, maître Éric Lamontagne et maître Marco Gravel, plaident l'intoxication volontaire au PCP. Cependant, 2 heures avant son témoignage, Yann y avoue à ses avocats qu'il leur a menti et qu'il s'agit bel et bien d'un meurtre prémédité. Et là, les 2 avocats se sont retirés du dossier en invoquant une rupture irréconciliable du lien de confiance entre eux autres et leurs clients. Ah ouais, parce que ça fait des mois qu'ils préparent. Ben oui. C'est ça comme... Non. Ouais. Non. Donc, Yann, il témoigne, puis il confirme qu'il a assassiné Eric pour se venger après qu'il l'ait humilié dans un bar de danseuse à Québec. Avant de prononcer la sentence, le juge demande à Yann s'il veut faire une déclaration. Qu'est-ce qui va nous sortir de grandiose cette fois? Il dit « Les policiers de Gatineau, vous êtes seulement des donneux de tickets et des suceux de gouvernement. Vous êtes chanceux que j'aille en prison parce que j'avais un plan pour tout vous tuer. » Sa belle déclaration. Juste ça va l'aider à la condamnation, ça? Oui, vraiment. Mm-hmm. Donc, le jury, composé de 8 hommes et de 4 femmes, a reçu une consigne du juge Régent Paul disant d'éliminer la possibilité d'un acquittement. Donc, c'était sûr que non. Les jurés devaient donc décider si l'accusé était coupable de meurtre prémédité, de meurtre non prémédité ou d'homicide involontaire. C'était ça qu'ils devaient décider. Après 5 heures de délibération, ce qui est quand même rapide, ouais. Le jury rend un verdict de culpabilité. Yann Osborne reçoit une sentence d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans à partir du 1er novembre 2000 à la prison de Donnacona. Donc, c'est meurtre prémédité. Après 10 ans de détention, donc là, on est rendu le 11 mars 2012, Yann est retrouvé mort dans sa cellule en prison. Malgré les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire, son décès est constaté 1 heure plus tard au centre hospitalier de l'Université Laval, au CHUL, à Québec. Les autorités concluent à un suicide. Il avait alors 38 ans. C'est la fin de l'histoire. Et j'ai un top 5 de mes citations préférées de l'entrevue radio. Okay, c'est vraiment fucké. Puis l'entrevue radio, il l'a fait après avoir été arrêté, condamné, dans le fond? Oui, il était en prison à ce moment-là. Okay. Mais je ne sais pas exactement quand. C'est vraiment pas clair. Une entrevue avec... Oui, je ne sais pas très clair. Il dit... il demande, je pense, 15 fois, regrettez-vous votre geste? Il dit aucunement, absolument aucun regret. Genre, le gars, il s'en fout. Il est bien avec ça.
Deuxième citation, il dit « Des gens vous considèrent... L'intervieweur, il dit « Des gens vous considèrent comme un malade. » Et là, il répond « Oui, c'est normal, ces gens-là sont pas dans la même catégorie. Moi, point de vue philosophie de vie. Moi, je suis un psychopathe sataniste. Probablement que je suis dérangé dans la tête. Je suis pas gênée de le dire. » Troisième citation. Elle dit « Si les gens m'avaient pas déblaté, j'aurais continué à faire ce que j'ai commencé. » Fait que j'ai jamais arrêté. Oh my God. 4, il dit... il demande « Qu'allez-vous faire en sortant de prison? » Puis il dit « Mes intentions, c'est de continuer à tuer du monde, mais ils vont peut-être me guérir en dedans. Qui sait? » Et finalement, il dit, il demande « Êtes-vous fiers de ce que vous avez fait? » Puis il dit « C'est sûr que j'en fais une gloire. Si je l'avais tué avec une balle dans la tête, ça aurait été trop facile. C'est pas dur de tuer quelqu'un avec un gun. » OK. Oh my C'est God. vraiment spécial, cette histoire-là. En plus, Il est pas là. ma mère a travaillé à Donnacona Ah ouais? dans ces années-là, comme Ben psychologue. là, tu lui demanderas. Non. Ouais. Ben ouais, que je savais pas ça. Ouais. Tu lui demanderas. J'ai demandé si elle l'a croisé. Il y a des chances. Mhm. Donc, histoire numéro 1. OK. C'était... wow! Commence en force. Je peux pas croire que j'ai jamais entendu parler de ça. Je sais pas moi non plus. J'ai lu les histoires, puis je me mais voyons. La deuxième histoire. L'histoire de Khaled Farhan, a.k.a. le boucher de Gatineau. Ah! Quelqu'un me l'avait proposé Ouais. ça, puis j'avais pas checké. Mes sources, c'est des articles des journaux Ottawa Citizen et Le Droit. Donc, on est toujours en 1999 ici. Oui, c'est vrai, c'est toute la même année. Ben, l'autre, plus ou moins. Là, j'ai un peu C'était la triché, folie mais- de l'an 2000 qui arrivait. Je sais pas. En 99, Khaled Aboud Farhan, 36 ans, est originaire du Koweït et habite dans un appartement sur le chemin de la Savane à Gatineau avec sa conjointe Karina Janvreau, 24 ans, depuis maintenant 1 an. Karina vient d'une famille peu fortunée. Ses parents se sont divorcés quand elle avait 9 ans et sa mère s'est suicidée le jour de Noël, tristement. Karina a une jambe partiellement paralysée et un bras estropié. Khaled, lui, vient aussi d'une famille pauvre et a un tempérament très agressif. Le couple a l'habitude de consommer beaucoup de cocaïne et de se chicaner fréquemment de manière extrêmement violente. Selon des témoignages des voisins, Karina était souvent vue couverte d'ecchymose et certains soirs, on pouvait entendre Khaled la menacer de la tuer. Le soir du 30 juillet 1999, sous l'influence de beaucoup de cocaïne, il y a une dispute très violente qui émerge entre Karine et Khaled. La raison de la chicane, c'est pas très clair, mais ce serait un excès de jalousie de la part de Khaled. Mais on ne sait pas. Est-ce que Karina flirtait avec quelqu'un? On ne sait pas. Ouais. Donc, dans un élan de rage absolument incontrôlable, Khaled attaque Karina et commence à la frapper. Toujours sous l'influence de beaucoup de cocaïne. Et la frappe jusqu'à ce qu'elle décède. Après avoir constaté que sa conjointe ne respirait plus, Khaled il commence à paniquer un petit peu. Il traîne le corps inerte de Karina jusqu'au sous-sol de son immeuble d'appartement, la cache en dessous d'une couverture et remonte dans son logement. C'est ça sa réaction. 4 jours plus tard, OK. Il n'a rien fait pendant 4 jours. le corps de la pauvre Karina, qui est toujours au sous-sol, il commence à dégager des odeurs. On s'entend? Et là, Khaled entend d'autres locataires du bâtiment, ses voisins, commencer à se plaindre comme des mauvaises odeurs. Oh non. Mais là, ils disent Oh my God. ça doit être un refoulement d'égout. OK, il est dans un bloc appart. OK, j'avais comme pas Ouais, il est dans un bloc. Le bloc appart. Sketch. Oh boy. Fait que là, pris de panique, Khaled, il va chercher le corps au sol, puis il l'emmène dans sa salle de bain, puis il la met dans son bain. Sachant pas quoi faire pour s'en débarrasser, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un gros couteau de cuisine, puis il commence à couper le corps en morceaux. Après 2 heures de dépeçage, Khaled dispose des morceaux dans 2 sacs. Le premier sac, c'est un sac de poubelle noir dans lequel il place la moitié du corps et le bras droit. Le deuxième sac, c'est un sac de sport dans lequel il place le reste du corps et la tête. L'autopsie révèle plus tard que Karina a aussi été poignardée à de nombreuses reprises après sa mort. Oh my God. Sûrement qu'il arrivait comme pas à la couper comme il faut. J'ai mal au cœur. Donc, Khaled doit maintenant se débarrasser des sacs.
Il sort de son appartement, jette le sac de plastique noir dans une poubelle à côté de son bloc et il continue sa marche sur une centaine de mètres à peu près avec le sac de sport à l'épaule et finit par le jeter dans un champ près de la voie ferrée du boulevard Maloney. On s'en rappelle, il était dans l'autre source, ce boulevard. Quelques jours après le meurtre, Khaled décide de jouer le rôle du copain inquiet. Okay? Au lieu d'aller voir la police, il va rencontrer des reporters de chaînes de télévision locales pour leur dire que sa copine est portée disparue puis qu'il veut que les reporters l'aident à la retrouver. Elle n'est même pas portée disparue parce qu'il n'est pas allé voir la police. Non. Puis il va voir les journalistes. OK. Et elle explique que Karina est partie en camping avec un dangereux trafiquant de drogue et qu'elle n'est jamais revenue. C'est ça qu'il leur dit. Il veut que l'affaire soit présentée au grand public, que tout le monde puisse voir à quel point il y a de la peine, qu'il joue le copain attristé. Horrible. Le matin du 5 août 99, le concierge de l'immeuble où habite Khaled, il va vider les poubelles, comme d'habitude. Et en bougeant les poubelles, il remarque qu'il y a du sang qui coule d'un sac. Malheureusement, il l'a ouvert. Je vous dis pas sur quoi il est tombé. Okay? Lui, traumatisé à vie. Ouais. Et là, la sergente Guylaine Larose, qui est une des premières à arriver sur les lieux, en voyant le corps démembré et mutilé, elle appelle des renforts. C'est un gros col. Les agents de police y arrivent, ils se séparent en équipe, puis là, ils partent à la recherche d'indices, mais surtout du reste du corps, parce qu'il y a juste la moitié du corps dans ce sac-là. Quelques heures plus tard, la police de Gatineau trouve le deuxième sac contenant le reste du corps, ainsi que la tête de Karina. Et la sergente Larose, elle ne faisait pas partie de cette équipe-là qui a trouvé le deuxième sac. Le même jour, on procède à l'arrestation de Khaled pour meurtre sans préméditation. 2 jours plus tard, au poste de police, la sergente Guylaine Larose, elle tombe sur le dossier puis elle regarde à qui le corps appartient, ça voulait savoir. Ouais. En voyant que la victime, c'est Karina Genvreau, la sergente, elle explose en larmes. Karina Genvreau, c'était sa demi-sœur. Ben non. À quel point c'est fou. Elle doit tellement être sous le choc. Elle n'a pas pu travailler sur l'enquête après, j'imagine. Non. Ouais. Mais elle a assisté au procès, elle était là tous les jours, mais elle n'a évidemment pas travaillé sur le cas. T'imagines-tu? C'est caboté. T'apprends ça comme ça. Mais de chance qu'elle n'est pas tombée sur la tête. Oh my God, oui. Donc, le procès. En mai 2000, le procès devant le jury de Khaled Abou-Farhan commence. Khaled plaide non coupable. Sa défense, c'est que Karina est tombée puis qu'elle s'est cognée la tête, ce qui a entraîné son décès. Ouais. Après 3 jours de délibération, quand même, le jury déclare Khaled coupable de meurtre au second degré et aussi de mutilation d'un cadavre. Le juge Jean-Pierre Plouffe lui impose la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. Pas 25. Ouais. C'est deuxième degré. I guess. Apparemment qu'après l'annonce de sa sentence, Khaled aurait tenté de se suicider dans sa cellule au palais de justice de Hull, sans succès. Il est ensuite envoyé dans... L'histoire a fini vraiment pas là. C'est vraiment fou, cette histoire. Il est ensuite envoyé dans une prison pour hommes où il passe un certain temps à l'isolement parce qu'il envoie régulièrement des lettres sexuellement inappropriées aux gardiens. Ah, OK. Malheureusement, le 27 septembre 2002, tout juste avant 6 heures du matin, la police de Gatineau retrouve la sergente Guylaine Larose décédée dans son appartement de la rue Pelletier à Gatineau. Elle s'est enlevée la vie, était en congé de maladie depuis le mois de juillet 2002 parce qu'elle allait vraiment pas bien dû à cette histoire-là. Elle s'en est juste jamais remise. Elle s'en est jamais remise. Oh mon Dieu, c'est dommage triste. Ouais. Et là, c'est vraiment pas clair. Il y a certains articles qui disent qu'elle a utilisé son arme de service, d'autres qui disent que non. Fait que je sais pas si c'est son arme de service qu'elle a utilisée ou pas. C'est ça. Et là, en prison, toujours, Khaled toujours en prison. Ouais, qui crie des son comportement il commence à changer radicalement. Okay? Après maintes consultations, le psychiatre de Khaled conclut qu'il souffre de dysphorie de genre. J'ai googlé. Fait qu'il est une femme? La dysphorie du genre, c'est le sentiment d'inéquation entre son genre assigné et son identité de genre.
c'est pas un trouble mental, mais c'est une souffrance clinique significative. Les symptômes, c'est l'identification intense et persistante à l'autre genre et le sentiment d'inconfort par rapport à son sexe. Donc, Khaled se sent plus dans sa peau en tant que femme. Donc, toujours en prison, il change son nom pour Zahra Farhan et devient une femme. Cependant, être une femme dans une prison pour hommes, on s'entend que c'est pas évident. Puis être un trans dans une prison pour hommes, encore moins évident. C'est horrible. Ouais. Ça doit être horrible. Ça a l'air qu'à plusieurs reprises, Zahra aurait demandé d'aller en isolement parce qu'elle craignait pour sa vie dû au fait qu'elle s'identifiait comme une femme et qu'elle était juste avec des hommes. Elle a fini par faire une demande de transfert pour aller dans une prison pour femmes, ce qui a été accepté. Donc, quelques mois plus tard, son transfert a eu lieu. En janvier 2019, Zahra est passée devant la Commission des libérations conditionnelles qui a conclu qu'elle présentait un risque faible à modéré de récidive générale et de violence. Donc, le 20 février 2019, il y a 3-4 ans, elle est libérée sur parole pour une période de 6 mois. Okay. Elle a alors 46 ans. Elle est transférée dans un centre de réinsertion dont le nom n'a pas été révélé dans les médias. Et elle dit souhaiter commencer sa nouvelle vie en tant que femme transgenre, vraiment chill. Selon ses conditions, elle doit vivre dans une maison de transition pour le reste de ses jours, puis elle doit s'abstenir de consommer de la drogue et de l'alcool, et elle doit signaler toute relation amoureuse à cause des lettres qu'elle envoyait inappropriées aux gardiens. Aujourd'hui, Zahra a développé une déficience visuelle et se déplace à l'aide d'un chien guide. Elle consacre maintenant son temps à aider les aveugles et la communauté transgenre. Ah. Ben, ça a comme une belle twist, finalement. Ouais. C'est redemption. Il y a tellement d'affaires qui se passent dans cette histoire-là. Ouais. C'est la sergente qui découvre sa demi-sœur, qui s'enlève la vie. Lui qui tue quelqu'un, qui devient une femme, puis là, elle devient aveugle, puis là, qui est rendu une bonne personne. Puis c'est... C'est spécial, ça. C'est fou. C'est vraiment spécial. T'es-tu prête pour la 3e et dernière histoire? Ouais, je suis juste genre sous le choc de... L'autre est des choses qui se passent. Là. L'autre est vraiment fucked up aussi. OK. Là, celle-là, OK, en fait, ça se passe en 97, mais ça s'est résolu en 99. OK. Fait que ça rentre quand même. Dans l'année 99, triché, ouais. Mais ish. C'est l'histoire de Normand Quévillon. Mes sources, c'est des articles de la presse de 1998 et de 2008 et les documents de la Cour qui datent du 25 janvier 99. C'était vraiment intéressant, les documents de la Cour. J'ai dû poser des questions à mon ami avocate. Ah ouais? Merci, Val, d'ailleurs. Donc, la soirée du 31 août 1997, Tom Whelan, accompagné de Manon, sa conjointe, et de ses amis, assiste à un spectacle au cégep de l'Outaouais. Et après, ils se rendent au bord de l'Ouest, à Gatineau. J'ai pas googlé, je sais pas si ça existe encore. Je sais pas. Ils s'amusent, consomment de l'alcool, chill. Plus tard dans la soirée, Normand Quévillon, 29 ans, et sa conjointe qui arrivent au même bar, puis ils se commandent des bières. Ils chillent aussi. Ils se connaissent pas. OK. À un moment donné, la conjointe de Normand, elle demande à la serveuse si elle a de la cocaïne. Puis là, la serveuse a fait comme non, j'en ai pas. Puis là, Normand, il est un peu fâché. Puis là, il va voir la serveuse, puis il dit si tu trouves pas de la cocaïne à ma femme, tu vas avoir affaire à moi. Un peu agressif. Ouais. Je veux dire, c'est pas un pusher, c'est une serveuse. Non, je vois vraiment pas le lien. Sérieux. Tom, qui passait comme à côté, il entend qu'est-ce que Normand dit à la serveuse. Et là, il s'arrête puis il dit à Normand, arrête de faire des menaces, t'as pas rapport. Là. La serveuse dit à Tom qu'elle a la situation en main, laisse tomber. Ça veut pas alimenter le truc. Fait que ça reste de même. Un peu avant la fermeture du bar, Normand, il échappe délibérément sa bière, sa bouteille de bière, qui casse sur le sol. Il est bien désagréable. Oui, vraiment. Sortez-moi ça. Mais il fait en sorte qu'il y ait des éclats de verre qui soient projetés en direction de la table de Tom. Genre, il n'a pas digéré que Tom y a dit. Tom, il se lève puis il dit à Normand, calme-toi. Sérieux. Fait que là, Normand, il traite Tom, et je cite, de gros mange-marde. Et il quitte le bar en claquant la porte vraiment fort.
Tom le suit, accompagné de ses amis. À ce moment-là, les deux hommes sont vraiment pactés. Okay? Ça a l'air que Normand il était un peu plus pacté que l'autre, mais les deux sont très pas en état. Là, ils sont rendus dans le stationnement. Normand et Tom commencent à se disputer. Tom, 6 pieds 2, 240 livres. C'est une bonne pièce d'homme quand même. OK, quand même. Il donne un premier coup de poing au visage de Normand. Normand, il tombe par terre. Il se relève. Il redonne un autre coup de poing au visage. Normand tombe encore à terre. Il se relève. Il est à bout, là. Ouais. Puis là, Normand, il est un peu plus petit. Il est 6 pieds puis il fait 180 livres. Fait qu'après le deuxième coup de poing, Normand est comme... OK, fuck c'est off, bon. là, genre, je vais y aller. Fait que là, il s'en va vers son pick-up avec sa conjointe. Et là, le couple, ça a l'air qu'il commence à chicaner. On sait pas trop pourquoi. Ça a dit qu'il se chicanait à propos de l'histoire de la cocaïne. Sûrement que sa blonde était comme « Pourquoi t'as gossé la serveuse? » ou « Pourquoi t'as menacé la serveuse? » Pourquoi t'es fucking désagréable? Ouais, c'est ça. Fait que bref, là, rendus là, ils sont à l'intérieur du camion, ils se chicanent. Normand est assis sur le siège du conducteur. Mais je crois, parce que je sais pas si sa blonde était dans le camion ou pas. OK. L'histoire le dit pas. Si elle chicanait avec lui, elle était dehors, mais lui, il était au volant de son camion. Elle, je sais pas est où. OK. Tom, qui entend la chicane avec sa blonde, il se dirige vers le camion, se mêlant pas de ses affaires. Et là, voyant Tom arriver, Normand, il fait vrombir son moteur, puis il démarre à toute vitesse en direction de Tom. Là, il est à bout. Tom, il tente d'éviter le camion, mais il réussit pas. Normand le heurte de plein fouet. De plein fouet. Ouais, de plein fouet. Et Tom se retrouve coincé en dessous du camion. Il n'est pas décédé du coup. Et là, il y a vraiment beaucoup de témoins sur la scène. Ils crient tout à Normand d'arrêter le camion. Il y en a qui donnent des coups sur le camion pour qu'il arrête. Mais Normand, il est chaud raide aussi. Là. Ouais. Il continue sa route. Il s'en fout. Il sort du stationnement super rapidement. Il part. Tom, il est encore coincé en dessous du camion. Oh my God. Et j'ai mal au cœur. Normand, il roule vers la ville de Buckingham à une vitesse de 150 km/h. Le corps de Tom, toujours coincé en dessous du camion, on parle d'une distance de 28 km. C'est dégueulasse. J'ai pas de mots. Arrivé à Buckingham, Normand, il rentre quasiment en collision avec une auto de police. Puis son camion, il dérape, puis il fait un demi-tour complet avant de s'immobiliser. C'est à ce moment-là que le corps de Tom s'est décroché du camion. Puis là, Normand, il est reparti vraiment vite. Le corps de Tom, il restait là. OK. Selon la pathologiste qui a procédé à l'autopsie de Tom, Tom, il n'est pas décédé lors de l'impact avec la voiture. Il y avait de nombreuses lésions traumatiques qui ont été causées par l'usure du corps sur l'asphalte. Et l'autopsie a révélé que Tom est décédé au bout de son sang à un certain moment pendant le trajet en dessous du camion. Il a tellement perdu de sang que quand ils ont fait l'autopsie, il pesait 187 livres. Le gars en pesait 240 en vie. Hein? Fait qu'il a genre perdu 50 livres de sang. Sûrement d'autres morceaux. Peut-être d'autres morceaux. Je sais pas, mais c'est dégueulasse. C'est horrible. Donc, à son procès, Normand Quévillon est accusé de meurtre au 2e degré. Pour sa défense, il clame qu'il ne savait pas qu'il traînait le corps de la victime en dessous de son camion. Ouais, ce qui se pourrait quand même. Ouais. Il est chaud. Là. Le jury déclare coupable d'homicide involontaire. Le juge conclut que, et je cite, « Compte tenu du caractère particulièrement brutal et atroce, fin de la citation, des agissements de Normand, il doit passer 12 ans en prison, moins le temps purgé depuis son arrestation. » Le procès a eu lieu en 99. Donc, il a été arrêté en 97. Il a été détenu. Donc, c'est 12 ans moins ces 2 ans-là. Donc 10 ans. Et sans libération conditionnelle avant d'avoir purgé la moitié de sa peine, donc 5 ans. Il lui donne aussi une interdiction de posséder une arme pour une période de 10 ans et de payer une suramende compensatoire. Mais là, l'histoire ne s'arrête pas là. OK. OK. Dans les documents de la Cour, il est expliqué que
en fixant la peine à 10 ans, le juge, en tenant compte que Normand n'a jamais purgé de peine de prison avant et que le risque de récidive il est atténué par la nature singulière du délit. Donc, le fait que c'était juste une fois, là, genre, c'est pas un meurtrier. Le juge insiste sur les circonstances aggravantes et ne considère pas les 2 facteurs atténuants, soit la provocation de Tom envers Normand et l'intoxication à l'alcool. Ne pas considérer ces 2 facteurs-là en cours, c'est ce qu'on appelle une erreur de principe de la part du juge. OK. Donc, Maître Gérard, l'avocat de Normand Quévillon, il déclare ceci, et je cite, « C'est une sentence rendue pour le public. Il y avait plus de monde d'un côté que de l'autre. La sentence est vraiment trop sévère. Mon client n'a jamais fait 1 jour de prison avant le 1er septembre dernier. » L'avocat de Normand, à ce moment-là, il annonce que non seulement le verdict, mais aussi la sentence fera l'objet d'un appel. Donc, le 25 janvier 1999, le cas de Normand Quévillon s'en va en appel. L'avocat de la défense met en évidence 2 faits importants dans l'histoire. Le premier, Tom et Normand ils ont eu un affrontement verbal à l'intérieur du bar, mais Normand il n'a pas tenté d'alimenter la dispute puis de continuer. Il est parti. Il est sorti du bar. Ouais. C'est Tom qui l'a rejoint à l'extérieur puis qui a provoqué une autre dispute, ce qui est vrai. Son point numéro 2, Tom il est plus grand et plus lourd que Normand. Il l'a frappé 2 fois. Normand, il n'a jamais répliqué, sûrement constatant qu'il n'était pas de chance. Puis c'est lui, il a quitté vers son camion, puis c'est Tom, encore une fois, qui l'a suivi pour continuer à se chicaner. Fait que la provocation est quand même là. Après avoir énoncé ces 2 faits-là, l'avocat de Normand, il a aussi rappelé que l'accusé, il ne savait pas qu'il traînait le corps de sa victime sur son camion et qu'il n'a jamais eu l'intention de le tuer. Ce qui est quand même vrai. Là. Ça sonne vrai, oui. Donc, le nouveau verdict, il diminue sa sentence de moitié. Donc, emprisonnement de 5 ans au lieu de 10, une suramende de 35 $ à payer en délai de 3 mois à sa sortie de prison. Interdiction de possession d'armes pour une période de 10 ans et on enlève la limite pour la demande de libération conditionnelle. OK. Donc, le 8 juillet 2008, le juge Réal Lapointe y accorde une liberté provisoire à Normand, qui a alors 48 ans, sous 2 conditions. Condition numéro 1, il doit déposer une amende de 500 $. Et condition numéro 2, il doit se présenter au service de probation pour la préparation d'un rapport présententiel. J'ai googlé. Val, elle me l'a expliqué. C'est quand même difficile à comprendre, mais en tout cas, en mots simples, un rapport présententiel, c'est un document qui est rédigé par un agent de probation à la demande d'un juge lorsqu'un accusé plaide coupable ou est reconnu coupable à une infraction criminelle. Le rapport, ça donne comme un aperçu de l'accusé en tant que personne dans la société. Ça inclut des renseignements sur sa famille, son emploi, sa santé mentale, ses intérêts, ses émotions, ce qu'il veut faire dans la vie, ses finances, tous les détails par rapport à la personne. Par contre, Normand, il a échoué à ces 2 conditions. Oups. Donc, il n'a pas donné 500 $, il ne s'est pas présenté pour son rapport présententiel. Donc, une semaine et quelques après, le 16 juillet 2008, il est retourné en prison. Pas fort, Normand, là. Et là, les informations arrêtent là. Ah. Je sais pas, aujourd'hui, il doit être sorti, libéré, ouais. Mais j'ai pas d'autres informations. Donc, d'après moi, il doit être libre. Je sais pas. Bon, ben, si vous habitez à Gatineau puis Normand, c'est votre voisin, vous nous direz. Vous nous direz. Je sais pas s'il est retourné à Gatineau. Fait que c'est ça. Les 3 histoires de Gatineau. C'était pas si long que ça, finalement. C'est des mal de cœur après. Oui, c'est comme des histoires de mal de cœur. Oui. J'ai appris beaucoup, en tout cas, en travaillant sur ces 3 histoires-là. Merci à Sarah de nous avoir envoyé l'article. Mais l'article il mentionnait juste les 2 premiers. Le 3e, c'est moi qui l'ai trouvé. Comme une grande. Oui, c'est ça. C'est la dernière, c'est que c'est tellement trash, mais en même temps, il n'a pas nécessairement fait par exprès. C'est pas... Mais c'est ça. Mais je comprends le juge d'avoir donné de quoi vraiment sévère au début parce que le monde était vraiment choqué. Là. Genre, c'est dégueulasse. Mais c'est parce que le juge, dans les documents de la cour, il y a vraiment
sont comme le juge, il s'est basé juste sur le fait que le geste est atroce et brutal. Ouais. Mais Alors en qu'il y tant que avait juge, d'autres. tu peux pas Ouais. te fier là-dessus. Mhm. Puis là, ça vient à est-ce qu'on se base juste sur le fait qu'il était pacté? Est-ce que, tu sais, Mhm. Ouais. c'est le document de la Cour, je l'ai relu plusieurs fois, là. Genre, j'ai pas tout compris. C'est des mots compliqués. Mais il y a eu un gros débat là, de ce que je vois. Là. C'est la Cour du Manitoba, puis genre, c'est allé à la Cour suprême. Genre, il y a eu OK. il y a eu un gros débat là-dessus sur est-ce que c'est une erreur de principe. Puis ça a été jugé oui, il y a eu une erreur de principe, d'où la réduction de la sentence. C'est basé sur le fait que c'est un délit singulier, je pense qu'il appelle. Que là, c'était juste une fois, là. Puis c'était pas prémédité, puis genre les chances de récidive sont quasiment nulles. Ouais. Puis le fait que aussi c'est fait provoquer, là. Ouais. Puis qu'il était pacté. Non, c'est ça. C'était vraiment un homicide involontaire. Là. Regarde, voilà. Aïe, ben merci Plaisir. pour ces histoires S'il y en a horribles. qui habitent à Gatineau, vous nous direz si vous aviez entendu parler de ces histoires-là. Ou... Ouais. Souvent, on a des messages genre « Ah, ma mère, elle connaît. » Ouais. Des affaires de même. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est notre dernier épisode avant À les vie. vacances. Non, pas à vie, inquiétez-vous pas. C'était une blague. On est Mais trop on va forts. prendre des petites vacances en juillet, comme d'hab. Puis on va On revient en revenir août. au mois d'août. Pas de stress. Ouais. On va nulle part anyway, ça fait qu'on va sûrement enregistrer de toute façon. On va se reposer un Non, peu c'est quand pas même. vrai, je vais à Toronto voir Beyoncé. Oh! Et voilà. Moi, je m'en vais à Vienne pour la job. Ouh! Same. But different. Fait que merci encore d'être là. On vous aime. Passez un beau mois de juillet. Mettez beaucoup de crème solaire. Hydratez-vous. Hydratez-vous. Prenez un ou plusieurs verres à notre santé. Oui. Les Patreons, inquiétez-vous pas. Vous avez votre bonus de juillet Oui. qu'on enregistre tantôt. Non, en fait, là, tantôt, on enregistre le bonus de juin. Oh, sorry. Ah, mais on va préparer aussi un bonus de juillet. inquiétez-vous pas. Fait que Incroyable. Patreon, on vous oublie pas. Et voilà. Fait que bonnes vacances, amusez-vous. Piscine, sangria, au lait. Voilà. Bin été! Bye!